commençons le... Mais il faut un micro pour le français, non? Il paraît qu'il y a un micro. Est-ce qu'ils sont prêts pour la traduction? Oui. Ça va? On peut parler français? Allez, écoute, donne. بس بيعرفوا في العربي كلهم. Oui, on attend un tout petit peu. On attend qui? Il va voir pour la question de la traduction. C'est quelqu'un de l'Institut. Comment? Il faut un micro. Vas-y. Non, vas-y. Les traducteurs ont dit qu'ils étaient prêts. Vas-y. Je constate que vous êtes beaucoup moins nombreux cet après-midi que ce matin. Vous êtes sans doute les gens les plus courageux de l'audience, ceux qui ne font pas de sieste. Donc je vous félicite d'être ici. Écoutez, d'abord je voudrais rendre hommage à l'Institut pour l'originalité du thème qu'il a choisi, le livre. Un thème qui n'a jamais été discuté publiquement, autant que je sache. On n'a jamais écrit sur le livre et la Palestine. Et nous avons découvert aujourd'hui que ce thème-là a de nombreux prolongements et qu'on peut parler de beaucoup d'aspects du conflit palestinien à travers le livre. Donc je trouve que ce choix était judicieux. Et j'aurais voulu aussi remercier l'Institut pour m'avoir invité, être parmi vous aujourd'hui. Notre session aujourd'hui, comme vous savez, comme vous l'avez dans le programme, c'est la Palestine, le conflit arabo-sioniste, dans le monde intellectuel francophone. Avant de donner la parole à trois éminents spécialistes à cette tribune, permettez-moi de faire une ou deux remarques. Ces deux remarques que je voulais faire portent sur la censure et l'autocensure. Comme l'indique ma biographie entre vos mains, j'ai été au monde pendant une trentaine d'années et donc j'ai suivi le problème palestinien année après année depuis les années 50. Et dans les années 50 et 60, nous avions un problème de vocabulaire qu'a évoqué brillamment ce matin le docteur Clovis Maksoud. Vocabulaire. Il y avait des mots que nous ne pouvions pas utiliser dans nos articles. Des mots qui n'étaient pas conformes au vocabulaire sioniste. Tous les journaux à peu près en France utilisaient, en parlant des Palestiniens, on parlait des terroristes. Même dans les titres, les terroristes palestiniens. Quand ils faisaient à l'époque, dans les années 50, faisaient des petites attaques sur les frontières, tout ça. Mais même après 67, je me souviens. Mais un jour en 68, j'ai dû écrire un éditorial pour Le Monde à propos de l'assassinat de Ted Kennedy par Sirhan Sirhan. Robert. Hein? Robert Kennedy. Robert, oui, mais c'est Ted. On dit Robert. Non, Robert, c'est Bob. Ah, c'est Bob, ah oui. Ah, sorry, je croyais que c'était Ted, c'est quoi alors? Edward. Edward, oui. Bob Kennedy, excusez-moi. Et en écrivant cet éditorial, j'ai fait un lapsus. Parce que le mot palestinien était interdit chez nous. Dès qu'on utilisait ce mot-là, il y avait des protestations, des lecteurs, des coups de téléphone. Eh bien, ce jour-là, j'ai dit que l'assassin, Sirhan Sirhan, était un réfugié palestinien frustré. Ce sont les mots que j'ai utilisés dans l'éditorial, tout en condamnant, bien sûr, l'assassinat. Eh bien, ça a provoqué une tempête, une vraie tempête dans la presse israélienne contre le monde, dans les partis politiques israéliens,
au gouvernement. C'est incroyable quand on pense aujourd'hui qu'un mot palestinien peut provoquer un tsunami, comme on dit, comme ceci, on peut s'étonner. M. Abba Eban, qui était ministre des Affaires étrangères, a fait un discours à la Knesset pour accuser le monde d'inciter à la haine et à la guerre contre Israël. Et le lendemain, l'ambassadeur d'Israël s'est présenté au monde pour soumettre une protestation officielle auprès de mon directeur. Le mot palestinien, c'était tabou. C'est pour vous dire que nous venons de très loin là. Je vais sauter quelques années. Après 1967, j'étais toujours au monde, j'ai constaté que le soutien à Israël diminuait progressivement. Nous recevions moins de lettres, moins de coups de téléphone, de protestations. Mais quand même, on était sous pression constante. Par exemple, quand j'écrivais des articles, parce que moi je me suis beaucoup intéressé à l'OLP depuis sa naissance, j'écrivais des articles que moi je considérais comme tout à fait objectifs, eh bien c'était considéré comme une insulte au sionisme à Israël. Les gens, les sionistes de France ne supportaient pas qu'on puisse parler de l'OLP. Sauf si on disait qu'ils étaient des assassins et qu'ils n'avaient aucun droit à la Palestine. Bref, des années plus tard, récemment, il y a eu des sondages dont vous avez pris connaissance sans doute, des sondages de l'Union européenne qui indiquent qu'une majorité d'Européens considèrent Israël comme la première menace à la paix dans le monde. C'est pour vous dire aussi, plus que les États-Unis, plus que l'Afghanistan, c'est pour vous dire qu'Israël est devenu quelque chose d'assez impopulaire en Europe d'une manière générale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'occupation. Ça a commencé en 1967, il y a eu la répression. Et puis il y a eu les atrocités. Et les gens voyaient ça à la télévision. On n'a pas besoin de le faire des dessins. Mais bizarrement, les pressions sur les journalistes et les écrivains, puisque c'est ça notre thème, n'ont jamais cessé. Des pressions énormes, au fond, de minorités agissantes, communautaires. Et je vais vous donner un exemple, et puis je cesserai là. Vous avez peut-être entendu parler du cas de Pascal Boniface. Pascal Boniface est président, directeur, je crois, directeur général, d'un institut très respecté en France, l'ISIS, un universitaire, un chercheur, un écrivain. Il faisait partie de la direction du Parti socialiste. Et il a fait une note très confidentielle pour le secrétaire général du parti, pour lui dire le Parti socialiste ne devrait pas être trop pro-israélien. Sur le plan purement électoral, nous les socialistes devons penser que nous avons 4 à 5 millions de musulmans en France et qu'il faudrait équilibrer un peu nos positions socialistes. Quelques heures après que le secrétaire général ait reçu cette note, l'ambassadeur d'Israël téléphone au directeur du Monde et dit « j'ai un article à écrire contre Pascal Boniface ». On lui avait donné la note confidentielle du Parti socialiste. C'est de très mauvais goût, parce que d'abord, il démontrait qu'il avait accès aux documents secrets du Parti socialiste, et puis il se mêlait de politique intérieure. Ce monsieur n'insultait pas Israël, il disait simplement, nous, socialistes, nous devons être un peu plus équilibrés. Il y a eu des débats, des polémiques, et parce que sur ce, Pascal Boniface se croit autorisé d'écrire un livre qui s'intitule « Peut-on critiquer Israël ?» Point d'interrogation. Alors là, c'est une nouvelle tempête. Une tempête incroyable. Cet homme a été attaqué beaucoup dans la presse. Il a dû quitter le Parti socialiste, on était un des dirigeants. Il a dû le quitter parce que le parti ne voulait pas le défendre.
et il risquait de perdre sa place en tant que président de cet institut. C'est pour vous dire que les pressions sont énormes, que l'autocensure continue, malgré le fait qu'Israël n'est plus un pays populaire en Europe. Voilà, je voulais faire ces deux remarques et je voudrais vous présenter maintenant trois historiens et publicistes qui, eux, ont bravé la censure, qui ont écrit ce qu'ils pensaient et qui ne sont pas parmi les plus nombreux en France, qui écrivent sur la Palestine sur ce ton-là. Je commence par, à ma droite, ici, le professeur Henri Laurence, qui est professeur au Collège de France, qui, comme vous le savez, se situe au sommet des institutions universitaires, qui a écrit une vingtaine d'ouvrages dont la plupart étaient sur la Palestine, mais surtout, il a écrit 3 gros volumes sur la question palestinienne, et il va en publier 2 autres volumes, ça fait 5 volumes, ça va être une sorte d'encyclopédie complète de ce qu'on peut savoir sur la Palestine et les Palestiniens. Je crois que c'est un livre unique, j'en connais pas d'autres, ni en France, ni en Europe, ni même aux États-Unis, sauf erreur. Donc, vous avez là un homme qui a toute l'expérience nécessaire pour nous parler de cette question du livre. À ses côtés, Ilan Halevi, journaliste, écrivain, historien aussi pour certains de ses bouquins, militant palestinien depuis de longues années, je ne sais pas, peut-être 30 ans. Presque 40. 40 ans à l'OLP, où il a été diplomate. Il a été vice-ministre des Affaires étrangères et qui a occupé des postes importants, mais qui connaît très bien l'édition française. Enfin, mon ami à ma gauche, Farouk Mardambey, qui tout autant habilité que les 2 autres de creuser la question et de nous parler avec autorité du livre et de la Palestine. Farouk Mardambey est un écrivain à la fois politique et littéraire, mais surtout, il est éditeur. Il dirige la collection Sinbad dans la maison d'édition Actes Sud. Bon, je donne la parole au professeur Henri Laurence. 20 minutes, c'est ça 20 minutes. Non, nous allons accepter 15 minutes, parce que Fawaz Traboulsi a décidé, et moi je le respecte, hein, qu'on ne peut pas parler plus de 15 minutes. Dans tout cas, mesdames et messieurs, les intervenants ont laissé leur texte écrit à la porte. Vous allez pouvoir lire ça tranquillement chez vous. Et ici, ils nous font un résumé. Et puis, c'est surtout la salle qui doit parler après ça, qui a posé les questions et débattre. Bien. Merci, monsieur l'ambassadeur. Moi, j'avais préparé un texte, qui est plutôt un essai d'analyse d'une centaine de volumes publiés en 5 ans en langue française sur la Palestine, classée de façon thématique, mais je ne peux pas les évoquer dans mon exposé puisque c'est déjà l'heure de la sieste. Là où faire l'énumération de tous les titres successifs serait une véritable catastrophe pour l'attention de l'auditoire. Je ferai simplement quelques brèves remarques sur cette centaine de volumes. Ce n'est pas exhaustif, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont échappé, puis il y a des titres qui portent sur des sujets connexes à la Palestine que je n'ai pas intégrés. D'abord, c'est évidemment la prédominance de l'actualité. 80% des ouvrages touchent sur l'actualité immédiate de la Palestine. Bon, ceci se comprend très bien avec la guerre de 2006 et puis l'affaire de Gaza en 2008-2009. Ça a suscité des flots d'ouvrages. Alors, en dehors d'essais proprement dit sur la question de Palestine, d'essais d'actualité, nous avons un grand nombre d'ouvrages qui sont des témoignages personnels,
qui ne sont pas nécessairement des témoignages d'acteurs, mais plutôt de journalistes, de gens des ONG, de fonctionnaires des affaires étrangères, qui se trouvent résider en Palestine et qui rapportent leur expérience immédiate de la question de Palestine et ce qu'ils ont vécu dans les territoires. Vous avez aussi, bien évidemment, mais finalement de façon moins nombreuse que je ne le pensais, toute une catégorie d'ouvrages qui sont des ouvrages très polémiques. Mais c'est peut-être parce que j'ai vraiment cerné le dossier Palestine proprement dit, et la polémique, vous le verrez plutôt dans des ouvrages que je n'ai pas retenus, par exemple sur la pseudo-relation entre le nazisme et le nationalisme arabe. Vous avez eu un flot d'ouvrages récemment en langue française sur ce sujet que je n'ai pratiquement pas retenu, parce que c'était presque hors sujet par rapport à mon travail. Nous avons aussi des mémoires et entretiens d'acteurs politiques de la question de Palestine, par exemple aller-retour d'Ilana Lévy qui se trouve marqué là, des entretiens avec Sorat Arafat, des entretiens avec Georges Habash, etc. Ce qui est proprement académique est en quelque sorte ce qui surnage dans le domaine propre de l'édition d'un domaine de production de recherche universitaire qui généralement n'a pas accédé à la publication. Soyons clairs, pour 5 ou 10 thèses soutenues sur la question de Palestine, il n'y en a qu'une ou deux qui sont publiées. Donc il existe une très vaste littérature académique de recherche que l'édition ne reproduit pas malheureusement. Alors on peut penser que dans les années à venir, avec les progrès de l'édition électronique, ces textes pourront devenir disponibles. Dans ces domaines proprement académiques, soyons clairs, c'est les sciences politiques, la sociologie et l'anthropologie qui occupent la part la plus importante. L'histoire est très seconde, en tout cas du point de vue du volume. Enfin, nous avons des livres proprement d'histoire, assez également répartis entre ceux qui font proprement parler de l'histoire de la Palestine, ceux qui font de l'histoire d'Israël, et ceux qui font l'histoire des relations entre la France et Israël, ou la France et la Palestine. Ce sont à peu près les grands thèmes historiques dans la production. Et enfin, nous avons un certain nombre de traductions d'ouvrages qui peuvent être considérés comme classiques. Par exemple, notre ami Rachid Raledi est régulièrement traduit en français. Nous avons Noam Chomsky, nous avons Azmi Bishara, nous avons Joseph Massad, vous voyez Gideon Levy, donc il y a Avi Shlaim, Benny Morris, donc les auteurs quasiment habituels sur la scène internationale sont représentés, non pas dans la totalité de leur œuvre, mais sont quand même représentés dans l'édition française. Ceci pour les 6 dernières années, mais je pense que si on faisait plus en arrière dans le temps, on retrouverait à peu près les mêmes catégories d'ouvrages et à peu près les mêmes répartitions d'ouvrages. Alors, Farouk Madambe m'a conseillé de faire de la self-evaluation parce qu'il a vu qu'il y avait un workshop juste à côté sur ce thème. Et il m'a donc vivement conseillé de parler de mon propre travail, ce qui est toujours extrêmement difficile. Disons que j'ai entrepris un travail peut-être titanesque de faire un triptyque, en quelque sorte, sur la question de Palestine. Le début était un volume de documents qui a été publié il y a une dizaine d'années dans les éditions Bouquin, un livre de 1000 pages contenant des documents traduits de différentes langues sur toute la question de Palestine depuis le 19e siècle jusqu'au milieu des années 1990.
Ensuite, j'ai trouvé un éditeur courageux qui avait accepté que je fasse 3 volumes successifs sur la question de Palestine dans son déroulement chronologique. Il vient de céder, il vient d'accepter un tome 4 et un tome 5, étant donné que la Palestine est un sujet en perpétuelle expansion, malheureusement, pour les Palestiniens. Ce sera maintenant 5 volumes, 3 sont déjà parus, le 4e est presque achevé et sera donc publié d'ici un an. Il y aura au moins un 5e volume sur l'accord de l'éditeur. Et dans mon intention, une fois que j'aurai fait ces 5 volumes, contre guillemets, de description, je voudrais terminer par un dernier volume de synthèse, après donc la documentation, la description, qui serait quelque chose qui pourrait s'appeler penser la question de Palestine. Mais pour arriver à la pensée, il fallait d'abord que je fasse ces 3000 pages de description, plus le millier de pages de documentation. Donc c'est un travail, l'ambassadeur a eu la gentillesse de dire, et c'est vrai, que ce n'existe dans aucune autre langue. Alors, je me félicite que, en tout cas, les 3 volumes ont été traduits en arabe, au Caire, et par une institution étatique égyptienne, et avec un excellent traducteur. Malheureusement, je n'arrive pas à me faire traduire en anglais, apparemment c'est trop volumineux pour des éditions universitaires américaines. Alors, très brièvement, parce que je sens que je vais bientôt atteindre mon temps, la méthodologie que j'ai suivie, bon, pour la première partie, ce n'était pas le cas, puisque le premier volume couvrait de la fin du XVIIIe siècle, depuis l'arrivée de Bonaparte en Palestine en 1799, jusqu'à la jeunesse du mandat. 99. 1799. Donc, de 1799 à 1922, donc couvrait toute l'histoire de la Palestine à travers un long 19e siècle, avec la mise en place des différentes dynamiques qui allaient constituer la suite de l'histoire. Et j'avais intitulé ce volume « L'invention de la Terre Sainte ». Le second volume couvre les 25 années tout à fait denses du mandat britannique sur la Palestine, et je l'avais pris donc sous la forme ironique ou tragique d'une mission sacrée de civilisation, puisque c'est le terme utilisé dans l'article 22 de la Société des Nations pour définir un mandat. Un mandat est une mission sacrée de civilisation. Alors je sais que quand j'ai fait une conférence à Damas sur ce sujet, ils n'ont pas compris le titre, donc j'ai dû me changer. Donc c'est une histoire du mandat britannique, avec évidemment un gros travail sur les archives britanniques du mandat, mais Rachid Khalidi a eu la gentillesse de dire que j'étais un des rares auteurs occidentaux à aussi utiliser systématiquement les sources arabes sur le sujet. Alors, à partir du 3e volume qui commence le 29 novembre 1947, et je suis dans cette continuité, j'ai adopté une méthodologie quotidienne. C'est-à-dire que je m'efforce de travailler jour après jour. J'analyse ce qui se passe le 1er juin, puis ensuite le 2 juin, puis ensuite le 3 juin, puis ensuite le 4 juin, ce qui me permet, enfin en tout cas dans mon projet, de restaurer chacune des séquences historique de la question de Palestine, de voir que nous progressons par séquences qui en général ne dépassent pas 12 à 15 semaines avant qu'on passe au suivant, mais ensuite il y a évidemment récurrence des problématiques à l'intérieur de chaque séquence, et on voit à la fois les progressions et les régressions. Alors actuellement donc dans ma rédaction, donc le 3e volume qui s'appelait l'accomplissement des prophéties, puisque finalement le drame historique qui commence en novembre
en décembre 1947, il a été annoncé depuis des décennies par un certain nombre d'auteurs, d'où ce titre, L'accomplissement des prophéties. Là, par contre, je n'ai pas encore réussi à trouver un 4e titre pour le 4e volume. J'ai encore quelques mois pour trouver mon titre, mais s'il y a de bonnes âmes ici, je suis prêt à les entendre. Donc c'est la même méthodologie qui est fondamentalement la restauration des séquences historiques, qui est un espèce de kaléidoscope où on passe de Ramallah à Jérusalem, à Tel Aviv, Haïfa, mais à Damas, Beyrouth, Le Caire, ou Washington, Moscou, Londres, Paris, New York, et ainsi de suite, pour bien montrer combien le sujet est mondial. Alors, derrière ce travail, il y a l'ambition, si vous voulez, de faire à la fois ce que j'appellerais une histoire comparée. C'est-à-dire